Voilà, eh bien, bonjour à toutes et tous. Vous êtes plus de 450 inscrits à ce webinaire, donc certains, plus de la moitié, nous suivront en direct ce soir et l'autre moitié vont nous suivre en replay. Nous ont demandé le lien pour nous suivre très bientôt. Merci donc de l'intérêt que vous portez au sujet que nous allons vous proposer ce soir. Je suis Vincent Godbout, donc le délégué général de Passerelle et Compétences, et je suis très heureux avec Laurence Armand, notre présidente, qui nous suit à distance, de vous accueillir ce soir ici. Après, après plusieurs autres webinaires organisés par Passerelle et Compétences, dont les derniers portaient sur la diversité dans les gouvernances, puis un autre sur le rôle de président, ou de présidente bien sûr, que vous pouvez trouver en replay. Le thème qui nous intéressera ce soir est celui des associations sans président ou, bien sûr, sans présidente. Vous le savez, à Passerelle les compétences, nous sommes une association qui a près de 25 ans, qui compte aujourd'hui 5000 bénévoles candidats à des missions ou à des mandats d'administrateurs ou d'administratrices dans des associations. En 2024, ce sont près de 700 associations ou structures de l'économie sociale et solidaire qui ont pu bénéficier dans toute la France de nos services, que ce soit pour des missions de bénévolat de compétences, de gouvernance ou d'accompagnement. Nous sommes et nous restons plus que jamais avec les 322 bénévoles passerelles dans une période de forte tension, de forte mutation pour le secteur, et on reste bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou via les bénévoles que vous pouvez connaître en proximité dans les 22 antennes de proximité de Passerelle les compétences. Le site internet passerellescompétences.org. Avant de laisser la parole à Madame Kadi Sadio, qui est une stagiaire sociologue, permettez-moi d'adresser mes remerciements à Anne Verdier et Philippe Mops, qui sont co-responsables de l'équipe nationale bénévolat de gouvernance et qui animeront les échanges et le chat de ce soir. Merci aussi au comité de suivi qui a encadré cette étude et aux trois intervenants externes qui ont accepté de témoigner ce soir, en la personne d'Alain Casillet de Paris des Faubourgs, de Carole Amigues d'Objectif Terre, de François Marais de France Bénévolat Côte d'Or. Un dernier petit rappel avant de passer la parole à Kadi. Ce webinaire est enregistré et sera disponible donc prochainement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en essayant d'être le plus clair et le plus synthétique possible dans le chat. Avec Philippe, nous essaierons de vous retransmettre ces questions au cours de ce webinaire. Et pour le cas où on n'apporterait pas de réponse immédiate à certaines questions, on s'engage à vous les apporter ultérieurement. Voilà. Encore Encore merci merci à à toutes toutes et et tous tous de de votre votre participation ce participation ce soir, de votre soir, de votre présence. présence. Kadi, Kadi, je te je laisse te la laisse la parole pour parole pour présenter le présenter fruit de le ton fruit de ton travail. travail. Merci beaucoup Vincent de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Khady Sadio. Je vous remercie d'être présent à ce webinaire sur les associations sans président. Alors, ce webinaire, c'est le fruit d'une étude sociologique sur les formes de gouvernance associative alternative initiée par le programme Bénévolat de gouvernance de Passerelle les compétences. Donc, quand nous parlons de gouvernance associative alternative, nous nous sommes intéressés à toutes les associations qui ont un mode de fonctionnement différent du modèle pyramidal avec une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau, à savoir le poste de président, trésorier et secrétaire. Donc, nous sommes partis d'un simple constat. Depuis le lancement du programme Bénévolat de gouvernance en 2020, 20% des associations nous sollicitent pour le renouvellement de leur président. Car après le départ du président, les associations se trouvent confrontées à des difficultés pour trouver un remplaçant à ce dernier, vu la charge de travail que cela implique ou cela représente. Donc, cette situation a fait que, au sein de Passerelle les compétences, nous avons mené une étude l'année passée sur le rôle du président en 2024 dans le but de comprendre, dans le but de mettre à disposition aux associations un guide pratique sur le renouvellement de la présidence. Donc, notre autre étude d'aujourd'hui sur la gouvernance collégiale ou partagée est la suite de l'étude sur le rôle du président qui a été initiée l'année passée. Donc, le but de cette étude
sur la gouvernance partagée et de comprendre ce modèle de fonctionnement avec des coprésidents ou de manière très collégiale. Donc, pour ce faire, nous avons recueilli le retour d'expérience de 14 associations, dont 2 qui fonctionnent avec des coprésidents et les 12 autres qui fonctionnent en collégialité. Toutes ces associations, toutes ces 14, je dirais, sont des associations très diverses de par leur taille, leur budget, mais également des thématiques qu'ils déploient. Donc, dans cette étude sur les formes de gouvernance associative, le but de notre étude est de comprendre l'historique de la mise en œuvre de la gouvernance qu'ils ont adoptée, s'ils ont changé de gouvernance suite à la crise de présidence ou pour d'autres raisons. Le deuxième point, c'est de comprendre les principes fondamentaux et les avantages de cette forme de gouvernance. Donc, un troisième point, nous essayons de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent, notamment sur le plan juridique, avec la question du représentant légal. En effet, tous ces éléments nous ont permis de rédiger un guide pratique sur les associations sans président. Donc, dans ce document, nous avons montré le fonctionnement de ces associations, les avantages et les difficultés qu'elles rencontrent. Mais également, nous avons donné quelques recommandations qui nous ont été données par ces structures que nous avons rencontrées dans le but d'aider les associations qui veulent revoir leur mode de fonctionnement ou qui sont intéressées par cette gouvernance collégiale. Donc, le guide pratique, il est gratuit et tous les inscrits le recevront normalement. Merci. Merci Kadi de cette introduction. Euh, Bonjour à tous. Donc, je suis Anne Vernier et comme le disait tout à l'heure Vincent, je suis bénévole chez Passerelle et Compétences et co-responsable de l'équipe bénévolat de gouvernance, au sein de laquelle j'accompagne des associations dans leur recherche d'administrateurs. Je vous remercie de votre présence à ce webinaire sur les associations sans précédent, dont je serai l'animatrice aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à vous intéresser à cette question, qui, je le rappelle, est une solution tout à fait légale, puisque la loi de 1901 ne définit aucune obligation quant à l'organisation d'une association. Toute association est libre de choisir son mode de fonctionnement à partir du moment où elle l'a explicité dans ses statuts. Donc sur le plan pratique, nous avons un petit peu moins d'1h30, nous allons essayer de finir à l'heure, pour explorer ce sujet et nous le ferons en 2 temps. Une première partie pour euh, essayer de comprendre comment fonctionnent les associations sans président et une deuxième partie pour nous interroger sur les avantages et puis sur les défis de ce mode d'organisation. 3 témoins sont avec nous pour apporter leur expérience. Tout d'abord, Caroline Amig, ancienne de l'Éducation nationale, aujourd'hui administratrice et co-responsable de l'association Objectif Terre 77. Donc une association de Seine-et-Marne créée en 2005 qui a pour objet de reconnecter les individus à la nature, au corps et à la créativité au travers de différentes actions concrètes et accessibles. L'association a révisé ses statuts en 2021 pour mettre en place une gouvernance partagée très horizontale. Ensuite, nous avons François Marin, ancien DRH dans l'industrie, qui est bénévole depuis 10 ans au sein de France Bénévolat Côte d'Or et également membre de l'équipe formation nationale de France Bénévolat. France Bénévolat est une association qui agit pour développer l'engagement bénévole dans les associations et faire la promotion d'un bénévolat ouvert à tous. France Bénévolat Côte d'Or est depuis 8 ans sous gouvernance collégiale. Et enfin, nous avons Alain Casier, ancien professeur de français et ancien professeur et formateur pour adultes. Excusez-moi Alain, qui est bénévole et administrateur d'un des centres sociaux parisiens. L'association Paris des Faubourgs, un centre social et culturel fondé en 2000 dans le 10e arrondissement de Paris et qui a adopté une gouvernance collégiale depuis 2018. Donc nous allons entamer directement la première partie qui concerne le fonctionnement des associations de son président.
Et je vais vous poser la première question. En fait, c'est vraiment celle que tout le monde se pose. C'est pourquoi votre association a-t-elle décidé de se passer de président? Qui veut prendre la parole? Qui veut commencer? Qu'est-ce que... François, peut-être, vous voulez débuter? Oui, avec plaisir. Peut-être d'abord vous donner la structure de notre association. En fait, France Bénévoles Côte d'Or a deux sortes d'adhérents. D'une part, des bénévoles qui font fonctionner la boutique. On est 12 à peu près. Ça varie de 12 à 15 suivant les années. Et puis, 100 associations, presque 120, qui sont adhérentes à France Bénévoles Côte d'Or pour profiter des services qu'on peut leur apporter. Et donc, il y a 10 ans, la présidente arrivait en fin de mandat et personne ne voulait prendre sa place. Et donc, elle a tout simplement proposé qu'on s'organise sous forme de gouvernance collégiale en divisant l'association en pôles de responsabilité, chaque pôle de responsabilité ayant un responsable, et ces responsables constituent le bureau collégial euh, avec, bon, on en reparlera plus tard de la répartition des responsabilités, mais donc nous avons depuis supprimé le poste, la fonction de président, et le bureau collégial est constitué de 5 ou 6 personnes, ça a varié aussi avec le temps. Ok, merci François. Donc c'était une difficulté de succession pour vous, manifestement. Oui, tout Et, à fait. Caroline, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Alors nous, on avait déjà une présidente qui était fondatrice de l'association et qui n'était pas très à l'aise avec ce statut de présidente euh, parce que c'est vraiment pas dans l'objet et la volonté de l'association euh, de fonctionner de façon pyramidale, puisqu'on privilégie vraiment les liens entre les humains. Et on a vraiment décidé de changer de cap à la suite d'un CA qui s'est un conseil d'administration qui s'est pas très bien passé. Et on s'est dit non, il faut vraiment qu'on y aille. Maintenant, ça a été comme un coup de pied au derrière finalement. Ça nous a dit bon, bah, cette fois-ci, on y va. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a changé nos statuts pour supprimer le bureau. Donc ça a été un acte assez fondateur parce que on a nommé vraiment de façon même administrative le changement qu'on voulait opérer. Et puis ben, après, il y a eu tout un travail pour essayer pour embarquer tout le monde avec nous. Mais il y avait quand même une volonté chez un certain nombre, enfin une partie des administrateurs de changer de fonctionnement et d'aller vers vraiment un fonctionnement très horizontal auquel on est arrivé assez rapidement. Ok, merci Caroline. Donc dans votre cas, c'est aussi une difficulté de succession, mais c'est aussi être en accord avec les valeurs et l'objet de l'association, en fait, hein. Oui, plus que oui, parce que la présidente, c'était juste pas tranquille, mais elle pouvait rester dans son rôle pour que l'association tienne. Il n'y avait pas de départ prévu. Oui, il n'y avait pas de crise. Voilà. Et Alain, dans votre cas, comment cela s'est... Bah, nous, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu jusqu'en donc 2018 un président. Le dernier président euh, nous a prévenu d'ailleurs à l'avance qu'il ne souhaitait pas prolonger son mandat. La raison, c'était qu'il était, ça l'empêchait de faire son métier. C'est un écrivain, un scénariste qui ne pouvait plus travailler parce qu'il avait la responsabilité de ces structures avec 6 salariés, disons 70 ou 80 bénévoles, entre 150 et 200 familles qui fréquentent le centre pour toute une série d'activités c'est une association de quartier. Et donc, il nous dit, je ne peux plus. On a sollicité au niveau du CA toutes les personnes pour savoir s'il y avait quelqu'un qui voulait prendre cette responsabilité, et ça a été négatif. Donc, avec l'aide de l'ancien directeur
Thomas Lécollet, on a travaillé carrément sur une gouvernance partagée du CA, des membres du CA. Donc, on a dû, dans les modalités, bien sûr, reprendre les statuts et euh, après avoir une organisation, mais peut-être qu'on le reprécisera plutôt par la suite, on s'est organisé pour une répartition non seulement des activités, disons, fonctionnelles, habituelles sur les finances, sur la vie associative, sur les ressources humaines, mais également sur toutes les délégations, on appelle ça des délégations, associées à des secteurs d'activité, enfants, jeunesse, famille, adultes, ainsi de suite. Donc, on s'est organisé avec plusieurs membres, plusieurs administrateurs constituant chacune de ces délégations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne unique qui gère la délégation finance ou la délégation ressources humaines ou la délégation adulte. Ok. Merci Alain. Donc, encore une fois, un changement de statut à la suite de départ de président. Et vous avez commencé à répondre effectivement à la question d'après, qui est comment est-ce que, pas de souci, comment est-ce que vous fonctionnez concrètement, l'organisation qui a été mise en place, quelle est-elle dans chacun de vos associations? Est-ce qu'on repart avec François? Oui, alors nous avons un conseil d'administration qui est constitué à parité entre les bénévoles et les représentants des associations adhérentes à France Bénévolat. Il y a donc cinq bénévoles et cinq représentants des associations. Et les cinq représentants des bénévoles sont les membres du bureau collégial. Le bureau collégial est présenté à l'Assemblée générale comme une équipe qui prend en charge la gestion de l'association. Et donc, au quotidien, le bureau collégial se réunit en gros une fois par mois, ou bien fait beaucoup d'échanges de mails ou organise de temps en temps des réunions en visio, et tient une réunion avec l'ensemble de l'équipe des bénévoles aussi une fois par mois pour échanger sur le fonctionnement. Mais voilà, l'organisation est donc un conseil d'administration traditionnel et puis un bureau qui fonctionne de manière horizontale avec cinq responsables dont aucun n'a de position hiérarchique vis-à-vis des autres. D'accord. Et donc, vous prenez les décisions tous ensemble? Les décisions sont prises ensemble. Le principe, c'est qu'on prend les décisions par consensus. On a écrit dans notre règlement de fonctionnement que si on n'est pas capable de se mettre d'accord, on en réfère au conseil d'administration, mais ça ne s'est jamais pas produit jusqu'à présent. Vous êtes raisonnable. Bon, merci. Caroline, dans votre cas, comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, nous, on a un conseil d'administration qui est composé de 6 administrateurs qui sont élus et qui sont tous maintenant co-représentants légaux et légaux de l'association. On a en plus dans le conseil d'administration, on a la salariée, on fait partie sur ce qu'on appelle des invités permanents. Il y a la salariée, il y a un administrateur qui s'occupe de nos comptes et qui n'a pas particulièrement envie de devenir enfin, qui veut pas être élu, qui veut pas être officiellement, mais qui est là à chaque conseil d'administration. Et on reçoit pendant une année quelqu'un enfin, ce qu'on appelle un bébé administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut goûter au fonctionnement de l'association, qui s'est présenté lors de l'AG, qui a fait une demande au CA et qui a été coopté et qui a envie, de façon à ce qu'on s'engage vraiment en connaissance de cause, et la personne qui veut nous rejoindre et nous qui la recevons, qu'on s'engage en pleine conscience de ce que c'est que le rôle d'administrateur dans l'association, du fonctionnement, de la façon dont se déroulent les CA et toute la gestion de l'association. Et sinon, pour répartir le travail pour faire fonctionner l'association, on a des groupes de travail, des comités de réflexion
Et donc, les administrateurs tous font partie de l'un ou l'autre de ces groupes. C'est aussi un engagement. Donc, quand on postule pour devenir administrateur dans l'association, on s'engage à accepter d'être co-responsable légal, à participer à un groupe de travail. On s'engage pour une durée de 3 ans et renouvelable. Et puis, bah, ce sont tous des bénévoles assez actifs pour faire fonctionner l'administration, l'association. Ok. Donc, parfait. Et même question que pour François. Comment vous prenez les décisions? Quels sont les modes de prise de décision? Alors, ça a été le premier travail qu'on a fait. On s'est fait aider parce que euh, on savait qu'en retravaillant le fonctionnement de l'association et en allant vers une gouvernance partagée, on savait qu'on allait pointer du doigt des défaillances. Donc, on s'est fait aider d'une personne extérieure qui s'appelle Sacha Epp et qui s'occupe de la gouvernance intégrative, qui propose la gouvernance intégrative. Et la première chose qu'on a retravaillé, c'est nos modes de décision. Et donc, en général, on travaille sur le consensus, mais on a d'autres modes de décision qu'on a construits et euh, qui collent vraiment au fonctionnement, à l'objet, à l'éthique de l'association. Donc, on a 8 modes de décision et 3 aides à la décision, qui sont des fiches un petit peu cadrantes et qui permettent de prendre des décisions qui emportent généralement le consensus. Et quand, pour une décision importante, on n'a pas le consensus, on dit bah, c'est pas le moment, on ralentit et on reporte la décision à plus tard. Voilà, parce qu'on ne veut pas oublier que l'importance de prendre soin de chacun d'entre nous au sein de l'association, prendre soin des uns et des autres, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous. Merci. Alain, quelque chose à ajouter sur le mode de Oui, fonctionnement? le mode de fonctionnement, d'une part, les membres du CA qui sont élus pour 3 ans, mais il y a une AG qui se déroule bien sûr chaque année, font tous partie d'une délégation, on appelle ça comme ça, donc soit une délégation, ce que je précisais tout à l'heure, fonctionnelle, ressources humaines, euh, trésorerie, ainsi de suite, ou sectorielle sur un secteur d'activité du centre social. Sont non seulement bénévoles au sein du CA, dans l'activité à laquelle ils participent, mais ils sont également dans le plus souvent, quasiment totalement, bénévoles dans une activité précise menée dans le cadre du centre social. Par exemple, ça peut aller d'animer des ateliers sociolinguistiques, ça peut être aussi des ateliers numériques, faire de l'accompagnement à la scolarité, ainsi de suite, hein. Donc, dans toutes les activités, ou tenir le café associatif qui est en rez-de-chaussée de notre local. Donc, chacun a une place. Les délégations regroupent au minimum 2 administrateurs, voire 3. Euh, on a un souci qui est assez ancien au niveau du CA d'intégrer de jeunes administrateurs. Et je prendrai l'exemple de la délégation aux finances, où il y a certes un des administrateurs qui est retraité, mais le délégué principal aux finances a 23 ans et l'autre administratrice a 22 ans. Donc, et ce sont des gens qui ont bénéficié en quelque sorte des services du centre social à travers l'accompagnement à la scolarité depuis qu'ils étaient tout petits. Donc, c'est une association quartier, donc c'est peut-être un peu différent d'autres structures associatives, mais aussi bien les bénévoles que les bénéficiaires appartiennent au quartier. Des bénéficiaires peuvent être bénévoles dans d'autres circonstances, et ainsi de suite. Donc, l'organisation du CA, euh, elle s'arrête à l'élection du CA, si on peut dire, et son fonctionnement est reporté dans un règlement intérieur. Et chaque année, après chaque AG, élabore le règlement intérieur qui va positionner tel ou tel administrateur, et bien sûr avec son accord, dans telle ou telle délégation. Et on peut changer bien sûr de délégation, dire bah tiens, je préférerais travailler sur l'enfance jeunesse plutôt que sur la délégation aux finances.
Donc, il y a des changements qui s'opèrent et on essaye d'intégrer. Caroline précisait l'intégration. On fait quelque chose qui est un petit peu comparable dans la mesure où des gens qui ont participé aux activités du centre en tant que bénévoles et qui seraient susceptibles de regagner le conseil d'administration peuvent venir assister au conseil d'administration qui précède l'AG, 2 ou 3 CA, hein, peu importe, pour voir comment ça se déroule et est-ce qu'ils s'y sentiraient à l'aise pour intervenir et agir à ce niveau. Sinon, pas grand-chose d'autre à préciser. Des CA, ils ont à peu près 6 par an, et certains des CA sont tenus avec les salariés pour avoir un échange sur l'ensemble des activités qui sont menées, Ok, très bien. Et sur et le, quasiment toujours avec le directeur. ok. Et sur le mode de décision, vous travaillez aussi sur des décisions par consensus ou par... Euh, Consensus, il peut y avoir, enfin, depuis la mise en place de cette gouvernance, on n'a pas eu de discussion qui s'avère conflictuelle. On n'a jamais eu l'occasion. Consensus, il peut y avoir des points de vue différents sur ce qu'on doit faire ou pas faire à tel moment. Globalement, ça se discute en CA, ça s'approfondit, on prend le temps de discuter. Alors, Caroline précisait que c'est quand peut-être que la question n'est pas mûre, mais on peut être amené dans certains cas à prendre des décisions qui concernent tel type de financement, tel type de choix d'évolution du personnel, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir des décisions relativement rapides à prendre. Dans ce cas-là, ce n'est pas le consensus, mais on se met d'accord, il n'y a pas eu de... Enfin, jusqu'à maintenant, hein. Et je précise également que cette forme d'organisation, on avait prévu tout au départ qu'elle puisse être réversible, c'est-à-dire qu'on puisse repasser, puisque c'était dans le règlement antérieur, à une forme plus traditionnelle ou différente avec 5 co-présidents, par exemple, comme ça existe dans certaines structures. Voilà. Et vous ne l'avez pas fait. Non, 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 on ne l'a pas fait, ça. D'accord. Merci pour ces éléments. Donc, on voit des modes de fonctionnement qui sont complètement différents, hein. On voit qu'il n'y a pas de structure modèle, mais que vous avez vraiment réfléchi et adapté précisément à chaque association et c'est vraiment personnel. Ma troisième question sur cette première partie, ça serait celle de la répartition des responsabilités et notamment la question de la représentation légale, qui est quand même une des questions qu'on se pose dans les associations qui n'ont pas de président. Euh, Alors, je reprends la parole. Donc, un de nos rôles principaux étant de rapprocher les bénévoles et les associations qui recherchent des bénévoles, on a créé en fait deux grands pôles de responsabilité qui sont l'accueil et l'orientation des bénévoles et un deuxième pôle qui est l'accompagnement des associations pour les aider à bien rédiger les offres de mission qu'on va publier sur notre site Internet. Donc ce sont les deux gros pôles opérationnels qui sont entourés par trois autres pôles qui sont plutôt support. Il y a la communication et les relations extérieures. Il y a un pôle formation et conseil. Et puis un pôle administration et finances. Ce qui nous fait cinq responsables. Euh, on n'a pas de représentant légal unique, hein. Chaque responsable de pôle représente l'association auprès de l'extérieur dans son domaine de compétences, hein. Donc la personne qui est chargée des relations extérieures, elle est en relation avec les autres membres du réseau, hein. Il fait partie du conseil d'administration national de France Bénévolat. Le responsable administratif et financier, évidemment, elle est en relation avec la mairie pour les demandes de subventions, avec la banque et l'assurance pour les aspects techniques. Et puis moi, qui m'occupe de formation, ben, je suis en relation avec le Fonds de développement de la vie associative pour leur demander des subventions. Chacun représente l'association dans son domaine. d'accord. Et ça n'a pas posé de problème avec ses partenaires extérieurs.
Non, j'ai l'impression que ce que demandent les partenaires extérieurs, c'est d'avoir de la continuité dans leurs relations. C'est que ce soit la même personne, mais que tout le monde est la même personne. La banque, elle ne sait pas que je représente l'association ailleurs, hein, et elle s'en fiche. C'est pas son problème. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui ait du suivi dans les relations avec elle. Oui, bien sûr. Caroline? Alors, ben, nous, comme je le disais, pour rentrer dans le CA, il faut accepter d'être co-représentant légal, co-représentante et légale. Et donc, ça fonctionne très bien. Vraiment, tout le monde a tout à fait accepté cette co-représentation. Par rapport à l'extérieur, dans notre fonctionnement, on a une salariée qui est coordinatrice de l'association. Donc, et puis, je pense que nous sommes tout petits par rapport à l'association de François ou celle d'Alain. Euh, et donc, voilà, on a moins de soucis avec la coordinatrice de l'association qui est la salariée. Nos partenaires sont habitués à avoir affaire à elle. La seule difficulté qu'on a pu rencontrer, et donc on s'est mis d'accord euh, c'est signer certains documents, on demande une personne, un suivi d'une seule personne. Donc, bah, cette année, c'est moi. L'année prochaine, ça sera quelqu'un d'autre. Ça dépend de la disponibilité des membres du CA, du temps qu'ils ont à consacrer à l'association. Voilà, donc ça se passe finalement très bien, ça a été accepté, sauf parfois on attend même la signature de tout le monde. Mais on a aussi fait aussi une délégation de signature pour notre salarié, donc voilà, c'est un fonctionnement qui est assez fluide finalement, et avec un vrai partage des responsabilités. Ok, parfait. Alain? Oui, moi j'ai eu la curiosité de relire un petit peu de documentation sur la question et j'ai trouvé un texte, et c'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui donnait une définition. Mhm. Elle dit, le terme de représentants légaux, hein, dit au pluriel, désigne toutes les personnes qui ont reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale. Mhm. Donc, bah, c'est sur cette base-là finalement qu'on fonctionne, puisqu'il y a des gens, des administrateurs qui sont habilités à faire des opérations, à valider une opération d'achat, à valider les payes, à valider le recrutement. Donc, et tout ça, bien sûr, avec, quand ça touche en particulier à des recrutements, à tout ce qui est financier, à les rapports avec les financeurs, bah, bien sûr, avec une discussion au niveau du CA et avec une délégation aussi qui est donnée au directeur dans un cadre précis qui est limité, par exemple, si on pense aux dépenses qui doivent être faites par l'organisation. Cette organisation, donc, elle tourne de cette façon, sans difficulté. On n'a pas eu. Alors, nous, c'est deux gros financeurs qui financent, c'est le département de Paris et puis la Caisse d'allocation familiale. Ils se sont habitués, disons, à cette structuration. Au début, ils ont peut-être été un peu surpris, et puis finalement, bah, ça tourne depuis maintenant un certain nombre d'années, 6 ans exactement. Ok, merci. Ça a l'air finalement d'être assez facile. Je peux peut-être préciser Bien sûr. un petit point, c'est que, par exemple, nous, on travaille donc avec des groupes de travail et très souvent, on vote comment dire, la confiance qu'on accorde, qu'on s'accorde entre nous quand il s'agit de prendre des décisions, ou d'aller voir ben, les banques ou faire des demandes de subventions, etc. Et donc, à partir de là, ça facilite beaucoup le travail de tous les administrateurs, puisque il y a vraiment, on établit une relation de confiance qui permet d'avancer et de pas être tout le temps dans l'attente d'une décision commune. Donc ça nous aide aussi. Et comme chaque représentant, que chaque administrateur est représentant légal, il y a la, la prise de responsabilité et la confiance qui s'accordent en même temps. Mm. Oui, c'est une vraie répartition en fait des responsabilités
parce qu'il y a la confiance. Absolument, la plus horizontale possible. Ok. Parfait. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette première partie. Je ne sais pas, Philippe, si on a des questions dans le chat. Est-ce que... Oui, il y a pas mal de questions dans le chat, donc je ne sais pas si on va réussir à répondre à tous. Après, il y a certaines questions qui s'adressent plus directement à certains de nos intervenants, donc on va les poser. Déjà une première question sur... Alors, il y a une question de demande d'information pour Caroline, si elle pouvait préciser les 8 modes de décision. Et je pense qu'il y a une question qui va plutôt être pour Alain également. La question est posée s'il y avait des salariés parmi les associations de nos différents intervenants. La réponse est oui, hein, il y en a chez Alain et chez Caroline. Et la question derrière, c'est quel est l'impact finalement de ce mode de gouvernance sur l'équipe salariée? Est-ce qu'il y a un directeur et comment est-ce que cela fonctionne avec l'équipe salariée? Ensuite, il y a une question autour de gouvernance collégiale et gouvernance partagée. C'est vrai qu'on emploie un petit peu les deux termes. Donc, est-ce que nos intervenants ont un avis sur le sujet? Quelle est un petit peu la différence qu'ils font? Avec une question un petit peu annexe. Faut-il obligatoirement un conseil d'administration dans une gouvernance collégiale ou peut-on même supprimer le conseil d'administration? Nous avons une remarque, quelqu'un qui nous dit, bah, si je comprends bien, il faut plus de bénévoles qui s'engagent. Donc, est-ce que c'est aussi un constat que vous avez? Est-ce que dans vos associations, cela nécessite plus d'engagement des bénévoles administrateurs? Il y a une question sur la prise de décision, mais je pense qu'on le reverra dans un deuxième temps, notamment la rapidité dans la prise de décision. Mais enfin, pas mal de questions sur l'administratif. Donc, un financeur peut-il imposer un mode de gouvernance? Des questions sur les ARUP, les associations reconnues d'utilité publique. Mais je ne suis pas sûr que nous ne sommes pas le Conseil d'État et c'est le Conseil d'État qui pourrait répondre à cette question-là. Mais donc, sur la question un peu spécifique des associations reconnues d'utilité publique, il y a la question de la déclaration. Quelle formalité concrète faut-il faire en termes de déclaration? Et la question de la représentation externe, mais c'est vrai qu'on a déjà eu quelques éléments de réponse par nos intervenants. Et enfin, et surtout, peut-être sur cette question juridique, le mode de coordination entre les différents co-responsables. Vous êtes certains d'entre vous à nous avoir dit que vous êtes plusieurs co-responsables légaux. Quel est le mode de coordination entre co-responsables? Voilà pour une synthèse des questions dans le chat. Alors peut-être qu'on peut voilà, commencer par la première question sur la question des salariés. Comment est-ce que ça se passe dans des associations avec des salariés et quel impact sur l'équipe salariée de mettre en place une gouvernance sans président? Peut-être Alain et ou Caroline? Je laisse Alain. Oui, l'impact. Déjà, peut-être au préalable, avant qu'on ait cette forme d'organisation, on a toujours veillé à ce que les membres du conseil d'administration n'interfèrent pas directement sur les activités des salariés. C'était on s'est fait dans certains moments et on a fait en sorte que euh, si on considère, je sais pas, qu'une activité est mal menée et pas correctement suivie par un salarié, on ne s'adresse pas en tant qu'administrateur directement aux salariés auxquels on pourrait faire ce reproche. Donc ça, c'est et ça a bien sûr continué dans le mode d'organisation équilibré qu'on avait ultérieurement. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ce que ça, il y a quand même le rôle du directeur qui est important et je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. Je vous ai dit d'ailleurs que c'était un des directeurs, l'ancien directeur, qui avait participé et aidé à la mise en place de cette structuration. Euh, Inutile de vous dire que quand il a décidé qu'il avait passé 7 ans dans notre structure, qu'il s'y trouvait très bien, mais qu'il avait envie d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses, ce que l'on comprenait tout à fait bien, et bah, on était un peu inquiet parce que le directeur joue quand même un rôle d'intermédiaire, disons. Par exemple, s'il y a besoin d'un recrutement, c'est le directeur qui va dire, bah, là, on a un problème pour accompagner un groupe de jeunes dans les loisirs, il faut qu'on recrute quelqu'un pour une semaine de vacances. Donc, il contacte la délégation aux ressources humaines, qui à l'heure actuelle est composée de 2 personnes. Donc, il joue quand même un rôle très central. Et le changement de directeur était une véritable angoisse pour nous quand ça s'est passé. Ça s'est très bien passé, ça continue à très bien se passer, heureusement, mais c'est vrai qu'on était inquiets au préalable et peut-être que ça, c'est un élément dont on parlera ultérieurement, mais qui était intéressant.
Les rapports avec les salariés, bah, par exemple, il y a une délégation aux activités adultes, il y a une salariée qui est responsable de ces activités adultes. Pas tout à fait avec les mêmes périmètres d'ailleurs, mais il est clair qu'il y a un dialogue qui s'engage, mais il n'y a pas de position hiérarchique d'un administrateur qui dirait à un ou une salariée, bah, c'est comme ça qu'on doit faire pour mener telle ou telle activité, ça c'est absolument exclu. La deuxième chose sur euh, mais je ne sais pas si c'est la même personne qui avait posé la question d'engagement des administrateurs. Je vais préciser, de toute façon, ils sont engagés dans les activités très concrètes du centre. Ça, c'est important. Euh, et je dirais que d'une certaine façon, j'utilise une expression un petit peu brutale, mais depuis ce mode d'organisation qu'on a choisi, on n'a pas d'administrateur potiche. Je sais pas si. C'est-à-dire que chacun fait en fonction de ce qu'il peut, bien sûr, hein, de ses moyens, de ses goûts aussi, de ses plaisirs à faire telle ou telle chose. Mais on n'a pas quelqu'un qui vient au conseil d'administration pour venir au conseil d'administration. Ça, c'est important à préciser. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question complète avec les salariés, euh, sur les salariés. Peut-être Alain, si on pouvait écouter Caroline et François justement sur cette question de l'engagement Oui, bénévole, bien sûr. est-ce que ça facilite l'engagement de plus de personnes au sein du conseil d'administration dans vos associations? Est-ce qu'il vous faut plus d'administrateurs? Caroline? Alors, moi, je voudrais compléter par exemple, nous, la salariée, ça a eu un impact tellement positif qu'elle fait partie du groupe de réflexion qui travaille sur la gouvernance et elle en fait partie, elle en est actrice, etc. Donc il y avait un véritable engagement de la salariée dans ce processus de réflexion. Et ben, d'ailleurs, vous l'avez rencontré quand on est venu à Passerelle les compétences. On est venus toutes les, enfin, on est venus toutes les deux. Et une fois par mois, on a un entretien mensuel avec elle pour voir bah, s'il n'y a pas ce qu'on appelle des cailloux dans les chaussures, des problèmes, pour faire le point sur son travail, ses besoins et ses attentes. Bon, je répète, on est une petite association aussi, donc ça facilite ce travail. Et ben, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt joyeux de travailler de cette façon, que ce soit pour elle, salariée, elle est invitée permanente au CA, donc même si elle n'a pas, comme les gens qui ne sont pas élus, le droit de vote, entre guillemets, sa voix est entendue au même titre que celle de tout le monde. Et donc, ça fait vraiment une relation qui est de grande qualité et, et, et une véritable écoute de ce qu'elle apporte à l'association. Donc, pour l'impact auprès de notre salarié, peut-être qu'un jour on en aura plus, euh, est extrêmement positif. Voilà. Peut-être François sur l'engagement des bénévoles, du coup, comment est-ce que ça se passe? Alors, l'engagement des bénévoles, je pense qu'il n'est pas bouleversé par le changement d'organisation. Simplement, il est modifié puisque les bénévoles sont amenés à être peut-être plus directement responsables de leur activité. Euh, Dans un fonctionnement traditionnel, ils sont responsables de leur activité, mais ils ont un petit peu une sécurité avec le président qui leur sert comme ça de secours de parapluie ou de voiture-balai s'il y a un problème. Mais par nature, ça ne change pas énormément. Simplement, au fait d'être bénévole, vous savez, on distingue souvent trois sortes de bénévoles, hein. Les bénévoles d'action qui sont sur le terrain, les bénévoles d'animation qui organisent les activités, puis les bénévoles de gouvernance. Eh bien là, on a des bénévoles qui sont à la fois d'animation et de gouvernance, et puis ça fonctionne pas si mal, quoi. J'aurais une petite réponse sur la question d'associations reconnues d'utilité publique, hein, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner une association à ce sujet. Et effectivement, les statuts que le ministère de l'Intérieur impose aux associations reconnues d'utilité publique, hein, ce n'est pas le Conseil d'État, c'est le ministère de l'Intérieur, exigent d'avoir un président. Mais ceci dit, ces statuts permettent au président de déléguer. Donc, on peut très bien avoir des statuts qui gardent une présidence traditionnelle,
mais que dans le fonctionnement quotidien, il y a une certaine délégation qui sont apportées aux autres et le mode de fonctionnement vient compenser un petit peu la rigidité organisationnelle d'après les statuts. Mais effectivement, pour une association reconnue d'utilité publique, on ne peut pas s'organiser exactement comme on le souhaite si on veut garder ce statut favorable. Très bien. Alors, peut-être aussi, hein, pour compléter à tous les trois, un peu des questions administratives. D'abord, est-ce que ça a été compliqué en termes de déclaration ou est-ce que pour vous, la transition finalement a été relativement simple? Quelle a été la réaction des partenaires? Est-ce que c'est passé simplement ou est-ce qu'il y a eu des réactions positives ou négatives? Et comment ça se passe en termes de représentation externe? C'est vrai qu'on a tendance à souvent à parler du président qui porte la voix de l'association. Là, dans vos cas, vous n'avez pas de président, donc c'est un administrateur qui porte la voix. Est-ce que vous pensez que c'est un atout, une faiblesse ou une difficulté? Voilà, peut-être si on pouvait vous entendre tous les trois dans chacune de vos associations sur comment concrètement cela s'est passé. Est-ce que c'est difficile et comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, j'avais la parole, je la garde. Euh, En fait, c'est assez facile. Les obligations qui sont faites aux associations, c'est de déposer les statuts auprès de l'administration et déposer la liste des dirigeants. Il n'y a pas d'autres contraintes. Donc, quand on change de mode d'organisation, on dépose des nouveaux statuts et une nouvelle liste de responsables avec leur titre de responsable et plus un président, secrétaire, trésorier, mais un responsable de ceci ou de cela. Alors, il y a 10 ans, quand on s'est mis en organisation plus partagée, j'ai quand même pris nos projets de statut, puis je suis allé voir le responsable du service de la vie associative à la préfecture pour lui demander qu'est-ce que vous en pensez. Et il était ravi parce que c'est un type qui est très ouvert et qui cherchait justement des exemples. Il a dit, aucun problème, vos statuts me conviennent très bien, allez-y. Et si jamais les personnes de mon service font des difficultés, rappelez-moi que je puisse faire passer votre affaire parce qu'au contraire, je veux des exemples de ce genre-là. Donc c'est vous dire qu'on n'a pas vraiment de difficultés, hein, sur l'organisation, au moins quand on tombe sur des personnes qui ont regardé la loi jusqu'au bout. Merci Alain. Peut-être Caroline, comment c'est que ça s'est passé pour Objectif Terre? Mais on n'a pas eu de soucis particuliers. On a fait notre changement de statut, et on les a enregistrés. Euh, il y a quelques personnes qui ont été. En plus, la personne qui était présidente de l'association pendant longtemps, étant fondatrice aussi de l'association, elle était vraiment une figure très connue et reconnue. Et, on a eu des interlocuteurs un peu étonnés de, de ce changement, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et, et on n'a pas rencontré de difficultés particulières, à part pour quelques partenaires, là, ils attendent vraiment que ce soit la même personne qui signe, s'il y a plusieurs signatures ou quelques demandes de subvention, que ce soit la même personne qui signe. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, on a cette année la représentante légale pour ces mois, et l'année prochaine, ça sera quelqu'un d'autre. C'est pas... Et de toute façon, on a fait une délégation de signature à la salariée, donc ça s'organise très bien de cette façon-là. Et puis, on brasse peut-être pas les mêmes budgets que vous, hein, que les autres associations. Peut-être Alain, pour le changement et les aspects un petit peu administratifs, les difficultés ou l'absence de Oui. difficultés? Si je veux le résumer en une formule, j'ai l'impression qu'on a eu plus d'inquiétudes que de difficultés. C'est-à-dire on était effectivement très inquiets de ce changement qui était quand même assez novateur à l'époque, qui n'était pas le cas à Paris, il y a 30 centres sociaux, il y en a 1400 en France. Enfin, c'était pas une structuration habituelle, hein, qu'on retrouvait. Peut-être qu'elle existait d'ailleurs, hein, mais on n'en avait pas de visibilité. Donc on était inquiets. Il n'y a pas eu de difficulté. On s'est basé quand même sur les délégations accordées par le CA à telle ou telle personne pour repérer telle chose. Au niveau des contacts avec les partenaires et financeurs, c'est la vie associative et il y a 3 délégués à la vie associative. Le directeur doit souvent participer, bien sûr, au contact avec les financeurs, hein, donc, mais il est toujours accompagné d'un des administrateurs délégués à la vie associative et c'est pas exclusif, hein, on peut venir avec quelqu'un d'autre
Bien sûr, s'il s'agit de travailler avec la CNAV sur des financements à destination des... On va les délégués qui travaillent sur ces questions vont accompagner le directeur. Donc, non, pas trop de difficultés. Ça a été, je pense qu'il y avait peut-être une certaine confiance, mais non, ça a été. Il n'y a pas eu de grosses difficultés. C'était des inquiétudes plus que des difficultés. Très bien. Écoutez, peut-être une dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde. Une question très pratico-pratique. Dans une gouvernance partagée, eh ben, concrètement, qui fait l'ordre du jour des réunions et qui anime les réunions et qui fait finalement ce que fait d'habitude un président dans vos différentes associations? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être François? Excuse-moi, Philippe, mais ta connexion n'était pas très bonne et je n'ai pas compris exactement la question. C'était très concrètement qui anime les réunions et qui fixe l'ordre du jour des réunions de gouvernance lorsqu'il n'y a pas de président, parce que d'habitude, c'est le président qui s'occupe de ça. Oui, alors on fait généralement, nous, une réunion du bureau collégial avant les réunions d'équipe pour fixer notre ordre du jour, hein, et voir les sujets dont on veut discuter. C'est donc fait de manière, euh, de manière collective, hein, de manière partagée. Chacun amène ses sujets. Et quand on fait un conseil d'administration, c'est la même chose. Chaque responsable de pôle amène les sujets qu'il veut voir débattre, hein. L'ordre du jour est fait en commun. Et l'animation de nos réunions, on le fait de manière tournante parce que euh, on s'est très vite aperçu que tout le monde n'avait pas l'habitude de parler en public et que là, le fait d'être obligé d'animer des petits groupes, bah, c'est une formation intéressante pour ceux qui n'étaient pas habitués et ils s'y sont mis et on fait donc une animation tournante de toutes nos réunions. Caroline? Alors, nous, on a un comité de coordination qui permet d'avoir qui comprend une ancienne, enfin, une amie de l'association qui ne travaille que dans ce groupe-là, et qui permet d'avoir un regard méta sur tout ce qui se passe dans l'association. Il y a la salariée dans ce comité de coordination et un ou une administratrice. En ce moment, c'est moi qui en fais partie. Et donc, on passe régulièrement, on se réunit tous les 15 jours, on passe régulièrement en revue ce qui se passe dans l'association, les nouvelles informations, les difficultés qu'on rencontre, etc. Et à partir de ça, et puis les retours des groupes de travail qui nous sont remontés, et à partir de ça, on élabore un ordre du jour pour le CA. On a à peu près, on a 5 CA par an. Et en amont du CA, on prépare ce qu'on appelle une lettre interne qui permet de donner toutes les infos des nouveautés dans l'association, de façon à ce que le CA soit vraiment un lieu pendant lequel on va réfléchir à l'orientation de l'association, qui va vraiment pas être un lieu de diffusion d'informations, mais un lieu de réflexion et d'orientation, de décisions qui sont importantes et qui peuvent mettre en jeu enfin, l'association. Voilà, donc on fonctionne de cette façon-là et on propose un ordre du jour qui est envoyé, qui est alimenté par les référents des groupes et qui est envoyé en amont du CA à tous les membres du conseil d'administration. Voilà, qui est vraiment co-construit par tout le monde. Et on a mis en place un petit cadre de fonctionnement du CA qui permet d'avoir un gardien du temps, quelqu'un qui va plus animer, on fait des centrages, on fait une météo avant de commencer, on fait une pause pour se rafraîchir et grignoter quelques petits trucs au milieu. Enfin, on a un cadre de fonctionnement qui permet vraiment de prendre soin de chacun et on arrive vraiment à donner la parole à tout le monde. Et chacun peut vraiment s'exprimer et ça nous semble vraiment essentiel dans le fonctionnement de notre association. Merci. Alain? En ce qui nous concerne, donc, on a une délégation à la vie associative composée actuellement de 3 membres.
qui examine avant chaque CA les sujets à traiter avec le directeur dans un échange, quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois. Je dois dire que sur l'animation du CA, il y a des mouvements, disons, de volonté de diversifier comment, la, la responsabilité un petit peu de l'organisation de la réunion. Et puis des fois, on retombe dans des travers, faut être honnête, où on s'appuie, le directeur finalement va jouer ce rôle ou un autre administrateur va jouer ce rôle. Euh, Là, on a sans doute des progrès à faire dans ce domaine. Ça ne tient pas spécialement à l'organisation telle qu'on la pratique maintenant. Mais je crois que c'est important. Il y a un autre élément aussi que j'ai pas du tout évoqué, mais les centres sociaux fonctionnent tous sur la base d'un projet social sur 4 ans. Donc, une idée de ce que sera notre futur pendant cette période, donc des nouvelles activités à lancer. C'est l'objet d'un débat dans la population, donc c'est pas simplement limité à l'association. On interroge le quartier dans la limite de nos moyens, bien sûr, hein. On n'interroge pas les. Enfin, il y a principalement 2 centres sociaux dans le 10e, on ne peut pas interroger 50 000 personnes. Mais disons on analyse les besoins qui sont ceux du quartier et ça se traduit dans un projet social qui doit guider notre activité pour les années à venir. On l'a fait par exemple en introduisant un développement qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant euh, au niveau de l'aide de gens qui ont des difficultés sans nom au niveau administratif, étant donné la numérisation intensive des services publics et privés. Donc, l'accès au droit, on l'a développé sur cette base-là, et avec des limites qui étaient cadrées par notre projet social et par les décisions du CA également. Merci beaucoup Alain. Je vais juste répondre oralement à 2 questions. Il y avait une question, est-ce que le mode de gouvernance en président est possible dans une association sans salariés? La réponse est oui. Dans les 3 associations invitées, donc François Marin représente France Bénévolat où il n'y a pas de salariés. Caroline pardon, représente Objectif Terre où il y a une salariée et Alain représente le Paris des Faubourgs où il y a une dizaine de salariés. Donc on est vraiment sur des différents types d'associations et tous les 3 fonctionnent sans Un peu président. moins. Et deuxième question à laquelle je vais vite répondre. Est-ce que dans le guide pratique que nous avons finalisé, il y aura des statuts types? La réponse est non, tout simplement parce que chaque gouvernance partagée est différente. Donc, il ne peut pas y avoir un statut type pour une gouvernance collégiale. C'est à chaque association de trouver le mode de fonctionnement et le mode de gouvernance qui lui convient et ensuite de rédiger ses statuts. On donne néanmoins des pistes, notamment sur les aspects juridiques et du représentant légal, avec des propositions de formulation dans les statuts que nous avons rencontrés. Voilà. Et Anne, je te redonne la parole pour la deuxième partie. Anne, le micro. Oui, voilà, pardon. Merci Philippe. Donc nous allons démarrer effectivement la deuxième partie de cette table ronde en essayant de nous interroger sur les avantages et les défis de cette gouvernance partagée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ce mode d'organisation a amené à vos associations et quelles sont les difficultés que vous avez pu avoir? Est-ce qu'on recommence avec François peut-être? Allons-y. Alors, les avantages qu'on a trouvés à cette gouvernance partagée, bah, le premier qui est assez évident, c'est la répartition des responsabilités, donc le partage des rôles, ce qui fait que on n'a pas un président qui est surchargé, puis des autres autour qui se tournent les pouces. Tout le monde a sa responsabilité et sa charge, et je pense que euh, c'est plus agréable parce qu'on se spécialise un petit peu dans ce qu'on aime faire et on laisse aux autres ce qu'ils préfèrent, ce qui fait qu'on arrive à se répartir les choses. L'autre avantage, c'est la complémentarité, hein. Euh, Aussi, chacun suivant ses compétences va agir plus ou moins dans son domaine, hein, ce qui est plutôt agréable. Et enfin, la facilité de remplacement, parce que comme on travaille ensemble en équipe, s'il y en a un qui fait défaut un jour ou l'autre parce qu'il a un problème de maladie ou d'absence ou qui déménage,
ben, on est au courant de ce qu'il faisait dans son domaine, donc on va le remplacer assez facilement avant de trouver quelqu'un pour reprendre pour reprendre la place. Et dernier avantage, c'est sur l'ambiance, la convivialité, puisqu'on partage les choses fréquemment entre membres du bureau collégial, ben, on a une bonne ambiance et ça se sent, ce qui nous facilite pour attirer de nouveaux bénévoles dans l'association parce qu'ils sentent que l'ambiance est sympathique, hein, et c'est très appréciable. Merci. Et des difficultés? Alors les difficultés, euh, pour moi, il y en a de deux ordres, hein. La première, ça peut être si la répartition des responsabilités n'est pas très claire, on peut avoir des heurts entre deux responsables qui se marchent sur les pieds. Mais ça, dans la mesure où on discute en permanence, en général, c'est gommé parce que bah, c'est tout. S'il y a quelqu'un qui intervient sur un terrain commun, soit on fait à deux, hein, soit on dit bah, tu le fais cette fois-ci, puis je le ferai la fois suivante. Hein. Euh, la- une difficulté plus importante, c'est plutôt les trous où on n'a pas prévu. Hein. Quelque chose arrive et c'est pas très clair de qui ça relève. Hein, j'ai le souvenir de questionnaires qui nous arrivaient de notre fédération nationale et personne n'avait trop envie de répondre. Et le questionnaire, il a dormi pendant quelques semaines sur les boîtes mail. Et puis on a reçu des rappels du national. Et tout d'un coup, on se dit, bon, ben, évidemment, personne n'est concerné, mais on est quand même tous un peu concernés. Alors finalement, euh, on a rempli le questionnaire autour d'un bon verre et puis ça a très bien marché. Mais pour quelque chose qui aurait été peut-être plus important, on peut avoir comme ça des choses qui arrivent et qui ne sont pas prises en charge. C'est ça les... Il y a quand même une question de bonne communication entre tout le monde qui est essentielle. C'est indispensable, hein, et ça, je crois que les exemples de nos trois associations montrent que c'est le fonctionnement en commun qui fait la richesse et qui fait l'efficacité. Merci. Caroline, même question, avantages et défis de ce mode de gouvernance? Alors moi, je vais commencer par le défi parce que ça a été là où on a eu quelques difficultés et finalement on a réfléchi, ça nous a permis de bien réfléchir à l'engagement des administrateurs. Ça a été quand on a changé de gouvernance, on avait vraiment le vœu d'embarquer tout le monde avec nous, tous les gens qui faisaient partie de l'association, et ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu certaines personnes qui avaient des réticences et qui ne voulaient pas s'engager dans ce type de gouvernance. Euh, donc ça a été notre défi et pas complètement réussi puisque certains ont préféré quitter l'association plutôt que de partir dans cette gouvernance. Et ça nous a fait réfléchir au fait qu'on ne peut pas plonger les gens sans qu'ils sachent à l'avance à quelle sauce ils vont être mangés, en tout cas à quelle sauce ils vont s'engager dans l'association, d'où la mise en place de cette année de l'année qu'on met avant pour apprendre, enfin, de bébés administrateurs ou même quand on a des intervenants qui viennent travailler avec nous, il y a toujours un temps où on apprend à se connaître et ça nous semble essentiel à connaître les membres de l'association, à se connaître et à connaître le fonctionnement de l'association. Donc on a mis en place comme une passerelle de sécurité ce, ce temps de connaissance qui permet soit à nous, soit aux personnes qui arrivent de faire marche arrière et de dire bah, non, ça ne convient pas. Après, moi, je ne vois que des avantages à cette gouvernance. Je trouve qu'ensemble, on est beaucoup plus intelligent. Ensemble, on est beaucoup plus créatif. Ensemble, on se régale beaucoup plus parce qu'on a toujours des temps de convivialité. Ensemble, on fait beaucoup mieux les choses. On a, euh, on apprend à s'écouter, on apprend à écouter l'autre, on a appris et on continue à chaque fois à prendre soin de la parole, de la parole qu'on dépose et de la parole qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un processus qui est extrêmement joyeux
qui permet de tisser les liens. Ça ne veut pas dire qu'on est tous les administrateurs sont les meilleurs amis du monde, mais quand on est ensemble, on est vraiment bien d'être ensemble, on trouve de la force. En ce moment, l'association a des difficultés financières, comme beaucoup d'associations, et bien, tout le monde est partant pour réfléchir ensemble, pour prendre du temps. Et voilà, et ensemble, on est beaucoup plus fort et comme je le disais, plus intelligent, plus créatif, plus joyeux, et vraiment, on voit arriver, quel que soit un CA ou même une réunion de travail, on voit arriver des personnes, des membres d'associations fatigués, la vie, et qui repartent avec un grand sourire parce que pendant ces 3 heures ou ces 2 heures, on a vraiment fait un travail qui nous fait avancer dans ce qu'on voulait travailler et qui a été un temps aussi d'écoute de l'autre, un temps de partage joyeux, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est que des avantages et je ne pourrais pas repartir en arrière et vivre autre chose que ça. D'autant plus que je viens de l'éducation nationale, qui est un système complètement pyramidal et que que j'ai trouvé très violent. Ok, merci. Alain, même question, les avantages et les défis d'après vous? Bah, les avantages, je trouve que toute la vie des groupes humains peut être soumise à des personnalités, on va dire, complexes et difficiles. Donc, je crois que ce fonctionnement égalitaire dans un CA permet d'éviter ce genre de problème qu'on a rencontré au début de la vie de l'association avec des personnages qui avaient une très haute idée de ce qu'ils pensaient, de ce qui devait être fait dans l'association et qui avaient des attitudes, disons, très peu démocratiques. Donc je crois que ça nous aide beaucoup. J'ai parlé également de l'avantage d'intégrer des jeunes dans le conseil d'administration. C'est quand même peut-être moins intimidant. Ils ont des responsabilités à prendre aussi. Et donc, au fur et à mesure, les jeunes n'ont pas toujours une vie facile. Et nous, il y a beaucoup de jeunes qui sont euh, euh, d'origine immigrée familialement et qui peuvent avoir des difficultés plus importantes. Et leur faire prendre des responsabilités, c'est et les aider dans leur vie de tous les jours et dans leur avenir, à la fois personnel et professionnel. Je pense que là, on joue un rôle important aussi. Euh, il y a également, on a des administrateurs qui au départ n'étaient pas francophones. Donc, il fallait aussi leur permettre une expression. Alors ça, on l'a fait même peut-être avant ce mode de gouvernance, mais on a pu le faire plus facilement dans ce contexte-là, et toujours en confiant des tâches, hein, et pas qu'ils n'aient pas rien à faire et à écouter, en les s'ils avaient des difficultés, par exemple, pour comprendre, bah, je ne sais pas, le financement du centre, hein, ce n'est pas quand même une situation, c'est pas toujours facile, ces questions de financement, de budget, de situation financière globale. Donc, bah, d'avoir des liens constants. Et puis, je pense que dans notre structure, mais ça c'est différent, les vieux participent aux activités des jeunes et réciproquement aussi, sans que ça soit général. Mais je pense que c'est intéressant et je conseille à tout le monde, quand on a plus de 70 ans, d'être avec un groupe de 100 jeunes qui regardent Paris Saint-Germain contre Arsenal. C'est très intéressant socialement et amicalement. Les inconvénients, euh, bah, moi je dirais un petit peu comme dit Caroline, hein, j'aurais pas envie de revenir à autre chose, à une autre structuration, en sachant qu'on peut toujours le faire, mais ça ne me tenterait pas. Je pense c'est plus équilibrant pour tout le monde, quoi. Les difficultés, c'est que peut-être, je l'évoquais tout à l'heure, le directeur a peut-être un rôle euh, central, hein. Disons, c'est le lien de beaucoup de choses hein, dans le centre. C'est lui qui, même si les bénévoles sont présents une demi-journée, une journée ou un peu plus, c'est le directeur qui est là toute la semaine. Euh, Ça permet
d'avoir des... Je pense que ça, c'est peut-être une difficulté d'avoir... faut que ça soit une personnalité aussi qui ait une visée un peu démocratique de la vie des associations. Parce que sinon, en tant que salarié, en salarié important, il y a quelqu'un, je voyais dans le chat, qui posait la question financement. Le centre social qui n'est pas énorme hein, à l'échelle d'autres centres sociaux, qui a un budget, c'est pas tout à fait 10 salariés, hein, dans ce que disait Philippe, mais disons 7 ou 8 salariés, enfin, ça dépend. Un budget de 500 000 euros pratiquement. Effectivement, il y a des centres sociaux qui ont des budgets beaucoup plus importants, avec 20 ou 30 salariés, avec en gestion de crèche, des services très variés. Hein. Donc, euh, la gouvernance serait peut-être plus difficile pour des structures encore plus grandes. J'en sais rien, mais c'est peut-être une difficulté sur laquelle on doit réfléchir. Ok, merci. Et donc maintenant, je vais vous demander quel conseil vous donneriez à une association qui cherche à modifier son modèle de gouvernance et à aller vers une gouvernance collégiale, partagée, en tout cas sans président. Deux conseils, qu'est-ce que vous auriez à mettre en avant? Recommandation, François, une recommandation? Alors, bon, la première chose serait d'y aller avec confiance, hein, se, de pas se donner de barrage, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition juridique, il y a pas de problème particulier. Hein. L'avantage de la réglementation qui tourne autour des associations, c'est qu'elle est très libérale, très libre. Donc, il faut s'organiser comme on pense que ce sera bien pour notre association. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de voir quelles sont les choses importantes de notre association pour que ces choses-là soient prises en charge. Et puis ensuite, on peut rédiger des statuts qui correspondent. Hein. Mais les statuts, c'est quelque chose de, pas de secondaire, mais qui vient après. Il vaut mieux décider de ce qu'on veut faire et puis ensuite l'écrire que d'écrire quelque chose, puis ensuite d'essayer de s'y coller parce qu'on sait que ça ne marche pas. Hein. Il faut être tout à fait, tout à fait libre. Hein. Et peut-être euh, de faire appel à une personnalité extérieure pour avoir un regard extérieur et aider à avancer, à prendre les décisions, parce que quelquefois le président sortant peut être un peu se sentir remis en cause parce qu'on change d'organisation. S'il est toujours présent, bah, il accepte ou il n'accepte pas. Enfin, il peut y avoir comme ça des freins qui tiennent aux personnalités et qu'un regard extérieur permet de faire fonctionner plutôt mieux. Hein. Mhm. À titre d'exemple, nous, on a pris 2 ans hein, entre la décision de s'organiser de manière plus partagée et le moment où on a tenu l'Assemblée générale qui modifiait les statuts et qui nommait les personnes. Et je pense que c'était raisonnable parce que il faut aussi que ça évolue dans les têtes en même temps qu'on évolue dans l'organisation. Mhm. Oui, c'est ce que disait Caroline déjà tout à l'heure, ça prend du temps. Caroline, quelques recommandations également pour des associations qui penseraient à ce changement? Je pense que ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit que chaque association va se créer sa propre gouvernance. Pour moi, il n'y a pas un modèle de gouvernance qu'on plaque, de bonne gouvernance, alors intégrative, participative, enfin horizontale, tout ce qu'on veut. Il y a vraiment les besoins, l'objet de l'association, les besoins et et les individus qui sont... Parce qu'une gouvernance, elle n'écrase pas les individus pour ne faire qu'un. C'est vraiment au contraire, c'est une prise en compte de chacun au service d'un collectif et de... Voilà. Donc, moi, je dirais vraiment, construisez votre propre gouvernance, la vôtre, celle qui vous ressemble, celle qui vous fait du bien, celle qui fait du bien au collectif et à l'association. Et l'idée de se faire aider par une personne extérieure,
que ce soit comme nous on l'a fait avec quelqu'un qui propose vraiment de réfléchir sur les modes de décision, parce que c'est un biais très intéressant de changer, enfin en tout cas de réfléchir sur ces modes de décision, ou bien par simplement quelqu'un qui serait facilitatrice ou facilitateur et qui permettrait de, et ben justement, parce qu'on va aller frotter des faïences, ben, c'est quelqu'un d'extérieur à l'association, donc se faire aider, c'est bien aussi. Et puis après, ben, les partages d'expériences, tout simplement. Comme ce qu'on fait ce soir, ça permet d'enrichir sa réflexion et puis de s'embarquer, d'y aller sans crainte, parce que même si on rencontre des difficultés, c'est tellement bon quand ça s'installe que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et nous, on a mis en place dans l'association quelque chose qu'on appelle le caillou dans la chaussure. Donc, on fait remonter régulièrement ce qui gratte, ce qui grince, ce qui fait un petit peu mal, et on réfléchit ensemble sur comment solutionner cette chose qui nous gratte ou qui nous dérange, et ça fait du bien à tout le monde. C'est une bonne idée. Donc, allez-y, en confiance. Merci. Alain? Oui, moi, vous avez bien compris qu'on avait un peu, on était un peu pressé par les échéances, même si l'ancien président nous avait prévenu de sa décision, qu'il avait voulu. Et d'ailleurs, il est toujours bénévole de l'association. Il n'est pas parti fâché, au contraire. Euh, C'était euh, relativement, euh, on a dû le faire en un an pratiquement. Donc c'était quand même un peu plus rapide que ce qu'évoquait François à l'instant. Euh, Ensuite, bah, non, rien de bien particulier. Comme conseil, je pense que les structures sont, quand elles sont différentes, le mode de progression vers cette structuration plus égalitaire, il n'y a pas de schéma type. Moi, je suis pas tellement, je pense pas. Je suis un peu, enfin, c'était la réflexion de Caroline antérieurement. Je pense que c'est difficile de prévoir une marche type pour une association. On sait qu'il y a, par exemple, dans les centres sociaux que je connais bien sur Paris, il y a des structurations avec 5 coprésidents, ce qui ressemblerait un petit peu à ce que François évoquait. Donc, il y a peut-être des paliers, des marches ou des façons variées d'ailleurs d'assurer une gouvernance beaucoup plus égalitaire. Merci, merci à tous les trois. Philippe, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Oui, on a quelques questions et justement, alors il y en a une, peut-être certains d'entre vous ont un petit peu répondu, mais on va la poser quand même. Euh, vos trois associations ont une dimension assez locale. Est-ce que vous voyez un mode de fonctionnement collégial adapté à des structures plus nationales? Et peut-être pour élargir la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un type d'association qui serait peut-être plus ouvert à ce type de gouvernance, ou est-ce que tout type d'association, quel que soit leur budget, que ce soit des centaines de millions d'euros ou des très petites associations avec moins de 5 000 euros, est-ce que vous pensez que c'est ouvert à tout type d'association? Après, il y avait une deuxième question sur l'évolution. Est-ce que vous pensez que ce type de gouvernance peut être une évolution vers un modèle coopératif? Après, quelques questions qui sont revenues également sur les partenaires, notamment les pouvoirs publics et les banques. Voilà, donc si vous pouviez juste redire un petit mot sur comment est-ce que les partenaires, notamment les banques et les pouvoirs publics et les élus, voient ce mode de gouvernance. Et enfin, dernière question, c'est pour Anne et moi, qu'est-ce que Passerelle et compétences peut faire? Est-ce que nous pouvons accompagner une association qui souhaitent s'engager dans un travail de réflexion vers une gouvernance partagée. Voilà. Ben, peut-être vous écoutez tous les trois sur, est-ce qu'à votre avis, le modèle que vous avez développé peut être reproductible dans tout type d'association, ou en tout cas ce principe, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt réservé à certains types d'associations? Peut-être François? Oui, alors moi je dirais que ce fonctionnement partagé, on peut le voir de toute façon euh, à n'importe quel niveau d'une association si elle est un peu importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un collectif qui doit prendre des décisions ensemble, ça peut être le conseil d'administration d'un grand groupe, comme ça peut être une association toute seule, hein, on peut fonctionner de manière collective et collégiale, hein. Plus que la structure, c'est plus le mode de fonctionnement qui est impacté.
Alors évidemment, on peut pas, si on a une association de 15 000 personnes, on ne va pas avoir un fonctionnement horizontal à 15 000, hein. C'est un fonctionnement qui nécessite un groupe d'une taille relativement limitée, hein. Au-delà de 15, ça devient difficile de fonctionner de manière très horizontale. Mais tout endroit où on prend des décisions, on peut introduire ce type de fonctionnement. Du moins, je le pense. Caroline? Oui, alors je partage tout à fait l'avis de François et je dirais même qu'il y a certainement des moyens de s'organiser en remontant, enfin, pour aller vers des, pour toucher des associations avec de plus en plus de monde. Je crois qu'il n'y a pas un modèle qu'on peut plaquer, mais justement, les grosses associations, je suis sûre qu'elles peuvent trouver un moyen d'être beaucoup plus collégiales et avoir travailler en intelligence collective. Après, moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est l'importance de se dire que la gouvernance, elle, elle est pas elle est toujours en mouvement, c'est-à-dire que dans l'association, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, donc qui évolue sans arrêt. On apprend de nos erreurs, on construit autrement, on réfléchit. C'est quelque chose qui se construit tout le temps, et ça, je pense que c'est extrêmement important pour faire que le fait qu'il n'y a pas de modèle, mais que toutes les associations peuvent aller vers une gouvernance collective et collégiale. Alain, ton avis sur le sujet? Bah, je pense que finalement, ce qui est au fond de la question, c'est la vie démocratique des associations. C'est un petit peu ça. Donc, quelles que soient les dimensions des associations, l'organisation du débat interne, de la délibération, des choix qu'on va opérer à tel ou tel niveau, elles peuvent concerner effectivement des associations comptant des dizaines de milliers de membres, et comme une association qui a- qui en a des dizaines de membres simplement. Donc je pense que ça, c'est... alors, est-ce que ça se règle toujours par la gouvernance partagée? Bah, pourquoi pas? Peut-être qu'une structuration avec d'ailleurs, on voit dans certaines structures importantes au niveau national de la multiplication, enfin plusieurs porte-paroles, par exemple. Est-ce que c'est un indice déjà de quelque chose qui se partage un peu plus, ce qui n'exclut pas des responsabilités particulières de tel ou tel dirigeant. Mais je pense il y a à creuser, mais c'est toute la vie démocratique des structures qui est en cause à travers ça. Je pense que c'est une question concrète, politique et philosophique plus large. Très bien. Alors, peut-être pour revenir sur la question des partenaires extérieurs assez rapidement, parce qu'on en a déjà parlé. Moi, j'inverserais même la question, parce qu'on a parlé des difficultés. Vous nous avez dit il y avait surtout des inquiétudes et finalement pas tant de difficultés. Est-ce que vous pensez que ça peut même être un atout d'avoir repensé sa gouvernance vis-à-vis de certains partenaires extérieurs? Ou est-ce que les partenaires extérieurs restent finalement assez neutres par rapport à vos différentes organisations? Peut-être François? Pour moi, c'est très neutre, hein. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, hein, ce qui importe, c'est d'avoir un interlocuteur, hein, et que cet interlocuteur ait un peu de suivi ou soit au courant des dossiers qu'il soutient, hein. Mais j'ai jamais eu de difficultés particulières, hein, vis-à-vis des partenaires. J'ai eu l'occasion d'assister des associations dans une nouvelle organisation et qui rencontraient des difficultés avec leur banque. À ce moment-là, il faut changer de banque, hein. Il y en a qui sont moins rigides, hein. Euh, il y a des banques qui sont très ouvertes à ce genre d'organisation, puis d'autres qui ont peut-être des schémas un peu plus traditionnels. Bah, c'est pas, faut pas en faire un drame. Très bien. Peut-être Caroline? Alors moi, je dirais que dans le pire des cas, c'est neutre, les réactions des partenaires, et sinon, ça peut être très joyeux, et on a souvent des retours de gens qui sont assez enthousiasmés par ce type de fonctionnement et à qui ça fait du bien, même s'ils ne sont pas partie prenante en tant que partenaire, ça leur fait du bien de voir que on peut fonctionner comme ça et que ça se passe généralement très bien et qu'on est extrêmement professionnel aussi.
Ça n'empêche pas le professionnalisme des gens qui travaillent dans l'association. Donc c'est au pire neutre et au mieux enthousiaste et joyeux. Merci. Alain? Quand il s'agit des partenaires financiers, entre autres, je pense que c'est relativement neutre pour moi. Par contre, il y a d'autres intervenants qui ont des fois, euh, je pense, on a des soucis qu'on a pu avoir avec la police dans certains cas, qui comprend mal qu'un administrateur de 25 ans soit un dirigeant de l'association, comme les autres. Ça, on a eu des petites difficultés à ce niveau-là. Mais ce n'était pas directement euh, des partenaires, encore qu'on souhaite avoir des relations tout à fait apaisées avec, avec les forces de l'ordre. Merci. Alors, peut-être une toute dernière question, justement, qui nous permettra de conclure sur la question de l'accompagnement. On sait que vos associations ont pu être accompagnées. Quel rôle voyez-vous dans un accompagnement externe, dans ces évolutions de gouvernance? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de se faire accompagner par quelqu'un qui est en dehors de l'association? Et Anne, on te laissera peut-être conclure ce webinaire en parlant de nous, nos possibilités d'accompagnement du côté de Passerelle Compétences. Je sais pas, François, si tu veux commencer sur le sujet. Moi, je pense que l'accompagnement peut être utile pour aider la réflexion, parce que quand il y a un regard extérieur, ça permet d'apaiser souvent les petits problèmes un peu affectifs qui peuvent exister, d'émotions qui peuvent exister entre les membres. La personnalité extérieure vient calmer les choses. Et puis, ça peut être aussi une aide sur un plan technique, hein, pour organiser les réunions, pour trouver des références à l'extérieur, pour aider l'association à évoluer dans sa réflexion. Mais c'est comme Caroline a utilisé le mot de facilitateur tout à l'heure, c'est effectivement ça le rôle que je vois aux partenaires extérieurs. C'est à l'association de construire son organisation et l'aide extérieure peut aider, peut être vraiment positive, oui. Caroline? Moi, j'ai rien, c'est exactement ça, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit François et je pense que pour démarrer sur la gouvernance, c'est bien d'avoir une personne extérieure. Et après, on s'en empare et puis on fait à notre sauce. Mais au démarrage, c'est bien. Et la facilitation, c'est vraiment très, ça peut être très important et très bah, facilitant, tout simplement. Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter à ça, effectivement. Un regard extérieur peut nous aider. C'est pas le regard extérieur qui va décider de la structuration, mais ça peut mettre le doigt sur telle ou telle question qu'on n'a pas du tout envisagée. Nous, notre aide a plutôt été d'une certaine façon en interne, puisque c'est l'ancien directeur, enfin, c'était pas l'ancien directeur, c'était le directeur en activité à l'époque qui nous a aidé beaucoup dans ce changement. Il a d'ailleurs ensuite, après, prolongé des études sur cette question d'une façon très, très approfondie. Mais je pense que euh, ça, ça peut aider hein, d'avoir un autre regard euh, c'est très. Je ne vais pas reprendre le thème de facilitateur parce que on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est ça, hein, ça donne un coup de main. Anne, on te redonne la main peut-être Et- pour conclure et juste parler en 30 secondes de passer les compétences et de ce qu'on peut proposer. Oui, oui, je vais aller vite puisqu'on est à 18h30. Effectivement, chez Passerelle les compétences, on accompagne les associations à la recherche d'administrateurs. On a pu, depuis 5 ans, accompagner environ 300 une partie de présidents quand même, mais aussi des trésoriers et d'autres administrateurs. Cet accompagnement nous a engagés dans une vraie réflexion sur le mode de fonctionnement des associations. On est à même aujourd'hui d'accompagner des associations dans cette réflexion, sachant que nous ne sommes pas des conseillers, nous ne donnons pas de
recommandations. Nous n'avons pas de baguette magique, donc nous pouvons être des facilitateurs, je reprends le mot, mais c'est l'association qui fait, c'est l'association qui réfléchit, c'est l'association qui choisit son mode de fonctionnement. On a bien vu aujourd'hui que ces associations sans président, ce n'était pas un idéal à atteindre. C'est une réponse qui a été trouvée par certaines structures dans le cadre de difficultés de succession de présidents. Euh, En même temps, c'est un mode d'organisation qui permet d'introduire euh, plus de démocratie et plus de partage dans la vie associative. Donc ça a un certain intérêt. Il y a d'autres formes d'organisation qui peuvent être envisagées et c'est chaque fois une réflexion à avoir et un changement à mettre en œuvre. Donc il faut prendre le temps de le faire et d'y réfléchir. Je pense que les associations témoins aujourd'hui l'ont bien dit. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir tous donc le guide Association sans président, comment ça fonctionne. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur la manière dont nous pouvons éventuellement vous accompagner. Merci à tous de votre participation. Et puis j'espère à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Et